Bonjour chers élèves, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bien, aujourd'hui nous allons voir une leçon d'histoire, l'Antiquité. Pour les historiens, l'invention de l'écriture et la métallurgie marquent la fin de la préhistoire et le début de l'Antiquité. L'Antiquité est une notion historique dont les contours ont varié selon les époques où on l'a considérée. Et le sens du mot a changé, aussi bien par rapport au temps que par rapport à l'espace. En ce qui concerne les pays considérés, on a quand même une constante, la Grèce et Rome qui restent toujours au centre de cette idée. Il vient s'y agréger d'autres pays en fonction des intérêts, des connaissances. D'abord l'Égypte, celle des pharaons, et puis la plupart des civilisations méditerranéennes qui nous ont laissé des traces. Donc on arrive au début de ce qu'on appelle l'histoire, avec ce que l'on suppose être l'invention de l'agriculture en Mésopotamie et l'invention de l'écriture chez les Sumériens. Et l'Asie alors, elle échappe à cette notion. Si l'on pense à la Chine, à l'Asie du Sud-Est, au Japon, on ne les range pas dans cette catégorie parce que les Occidentaux ne s'intéressent à l'histoire asiatique qu'assez tardivement, et probablement parce que l'Asie ancienne n'est pas sentie comme l'ancêtre de l'Europe, trop lointaine, trop étrangère. Si les origines de cette période qu'on appelle l'Antiquité sont floues, on semble être plus d'accord pour savoir quand elle se termine. La période de la décadence de l'Empire romain, l'installation des barbares sur son sol est souvent considérée comme une antiquité tardive. Et à partir de 476, c'est-à-dire de la déposition du dernier empereur Romulus Augustule, on passe définitivement à une autre période. Mais le mot a une histoire. Même si on trouve les anciens comme terme mentionné en ancien français pour désigner les auteurs latins ou grecs, cette idée d'antiquité pour désigner une période historique naît au XVIe siècle avec la Renaissance. Et l'Antiquité apparaît alors comme une époque, bien sûr, mais tout autant comme une référence, un regard historique qui passe au-dessus du Moyen Âge, jugé obscur et barbare, et se pose sur une période qui va fonctionner comme un modèle. L'écriture a permis aux hommes de l'Antiquité de s'organiser et d'envoyer des messages dans des régions lointaines. Ils ont également réalisé d'importants progrès techniques. Ils ont fabriqué des outils agricoles plus performants comme l'arère tiré par des bœufs ou des chevaux. Ici, nous avons l'écriture égyptienne. Les Égyptiens vivaient autrefois sur ce bas-relief. Les signes qui se trouvent sur la table indiquent que la princesse Néfer-Tchabet possédait des milliers d'oies, de pain et de bœufs. Donc, c'était leur façon de communiquer. En les déchiffrant les hiéroglyphes, ces écritures, on les appelle les hiéroglyphes. En les déchiffrant, voilà ce que nous pouvons trouver. Ici, nous voyons un paysan accompagné de son épouse qui est en train de faire la sémence avec un arère. C'est un outil qui sert à labourer la terre et à creuser des sillons. Alors voici un peu ce qui a aidé les hommes de l'Antiquité à pouvoir travailler correctement la terre. Voilà, nous avons ici un paysan qui cultive, qui laboure la terre, accompagné de son épouse, qui sème, donc avec son attelage qui s'appelle l'arère. L'arère, c'est un outil qui sert à labourer la terre et à creuser des sillons. On le fait avancer à l'aide d'un bœuf ou des chevaux. Voilà un peu ce qui se passait dans l'Antiquité. L'Antiquité a connu de brillantes civilisations comme celle des Égyptiens, des Hébreux, des Celtes, des Grecs et des Romains. Certains ont développé un art somptueux et construit des monuments gigantesques comme des pyramides d'Égypte et les temples grecs. Ici, nous avons les pyramides d'Égypte. Ces pyramides construites vers 2500 avant Jésus-Christ servaient de tombeaux à des grands rois. Les plus grandes mesurent près de 150 mètres de haut. Les pyramides d'Égypte, ça se trouve en Égypte. J'espère que vous voyez très bien l'image. Les pyramides d'Égypte, ces pyramides construites vers 2500 avant Jésus-Christ. Ces pyramides servaient de tombeaux à de grands rois. La plus grande mesure, près de 150 mètres de haut.
Après la pyramide d'Égypte, nous voyons un temple grec, le Panthéon. Le temple grec, le Panthéon, c'est un temple grec. Les Grecs de l'Antiquité ont bâti des temples dans lesquels ils priaient. Vous voyez ce temple? C'est un temple grec. C'est dans ce temple qu'ils priaient. C'est un temple grec que vous voyez ici. On peut parler de l'Antiquité sans parler de Rome. Rome se situe au centre de l'Italie. La légende raconte que la ville fut fondée par deux frères jumeaux, Romulus et Remus. En quelques siècles, Rome est devenue une ville riche et puissante. Les Romains se sont alors lancés à la conquête de nouveaux territoires, d'abord en Italie, puis dans les régions de plus en plus lointaines. Ici, nous avons l'armée romaine. L'armée romaine était divisée en légions comprenant chacune 4000 soldats. Chaque légion était divisée en bataillons comprenant 10 soldats et un chef de légion. Pour se protéger, l'armée établissait un camp entouré de murs de protection et d'un fossé. Pendant la bataille, les bataillons étaient disposés comme des cases d'un damier. L'armée était bien organisée et très disciplinée suivant une stratégie précise. Voilà pourquoi l'armée romaine était très efficace. Était beaucoup plus efficace que les autres armées. Une légion est un groupe de soldats romains. Quand on dit une légion, c'est un groupe de soldats romains. Alors vous voyez comment l'armée était bien organisée et très disciplinée, suivant une stratégie précise. Voilà l'armée romaine. L'armée romaine était bien organisée et très disciplinée, et suivant une stratégie précise. Cela la rendait supérieure à ses ennemis qui combattaient dans le désordre. Au cours du temps, les hommes se sont spécialisés dans différents métiers. Ils ont eu besoin d'échanges de biens. Par exemple, l'agriculteur avait besoin de vêtements et d'outils que d'autres fabriquaient. C'est ainsi que le commerce et la monnaie sont nés. Ici, nous voyons, pour faciliter les échanges, les hommes ont utilisé les métaux. Chaque marchandise était évaluée en quantité d'or, de cuivre ou d'argent. Par exemple, l'agriculteur vendait un sac de blé au tisserand pour 10 grammes d'or. Avec cet or, il achetait une fossile au forgeron. Le forgeron pouvait alors acheter des vêtements. Voilà comment les hommes utilisaient les métaux, comme l'or et l'argent. Et bien avant la monnaie, au début, les hommes ont pratiqué le troc. Par exemple, l'agriculteur échangeait avec le forgeron un sac de céréales contre une fossile, parce qu'il avait besoin de fossiles et le forgeron a peut-être besoin de sacs de céréales. Donc, il s'échangeait. Au lieu de venir acheter avec de l'argent, il faisait le troc. On appelle ça le troc. Au début, avant l'usage des métaux, les hommes ont pratiqué le troc. Par exemple, l'agriculteur échangeait avec le forgeron un sac de céréales contre une fossile. Ça s'appelle le troc. Les élèves, on connaît mieux la vie des hommes à partir de l'invention de l'écriture et de la métallurgie. Puisque les hommes ont laissé des écrits, les historiens travaillent sur ces documents, sur ces sources, afin d'en déchiffrer l'écriture et la langue. J'espère que vous avez compris quelque chose. Si vous avez des préoccupations, comme je le dis tout le temps et toujours, n'hésitez surtout pas à venir sur le groupe C2 Courage et je me ferai le plaisir de vous répondre. Alors, vous allez voir cette pyramide qui est en France, dans la cour du Louvre à Paris. Et je vais vous poser quelques questions sur cette pyramide. Vous allez faire des recherches à propos de cette pyramide qui se trouve dans la cour du Louvre à Paris. Ici, nous avons cette pyramide qui se trouve dans la cour du Louvre à Paris. Cette pyramide, regardez l'image, ça se trouve dans la cour du Louvre à Paris. Et ici, je vous ai demandé quand a-t-elle été construite? Par quel architecte? Est-ce un monument ancien ou récent? Quels matériaux ont été utilisés pour sa construction? De quel monument de l'Antiquité s'inspire-t-elle? Était-il construit dans les mêmes matériaux? Alors, vous allez faire la recherche
sur cette pyramide qui se trouve dans la cour du Louvre à Paris et m'envoyer les réponses sur le groupe Ceux de Courage. Et je sais que vous pouvez le faire. Regardez bien, cette pyramide se trouve en France, à Paris, dans la cour du Louvre. Regardez bien l'image de cette pyramide qui se trouve dans la cour du Louvre à Paris. De quel monument de l'Antiquité s'inspire-t-elle? Quand vous regardez, quand on parle de pyramide, de quel monument s'inspire-t-elle? Regardez bien. Est-il construit avec les mêmes matériaux? Vous avez vu tout à l'heure la pyramide de l'Égypte. Faites des recherches à propos de cette pyramide qui se trouve dans la cour du Louvre à Paris. Quand a-t-elle été construite? Par quel architecte? Est-ce un monument ancien ou récent? Question 2. Quels matériaux ont été utilisés pour sa construction? Question 3. De quel monument de l'Antiquité s'inspire-t-elle? Était-il construit dans les mêmes matériaux? Était-il construit dans les mêmes matériaux? Voilà les trois petites questions que je vous demande de faire des recherches jusqu'à lundi. Vous allez me donner la réponse. Et surtout, n'oubliez pas que lundi, à partir de 12 h, nous devons être ensemble sur Zoom, le logiciel Zoom, pour une visioconférence. Et je vous dis merci et beaucoup de courage. Merci à vous, merci à vos parents. À plus tard, à lundi, Inch'Allah.